Parce qu'on les a vus à l'œuvre. Pendant 6 ans, ils sont pas neufs. Et même, on les a vus à l'œuvre pendant 40 ans. C'est quoi? Moi, j'ai proposé pour les femmes de ménage qu'elles aient, vous savez, la femme de ménage qui passe ici, oui. Qu'elle puisse travailler en journée et pas être contrainte de venir faire des petits bouts de contrat le matin et des petits bouts de contrat le soir. Refusé. J'ai proposé que le burn-out sera reconnu comme une maladie professionnelle. Refusé. J'ai proposé que pour les auxiliaires de vie sociale, ça soit pas des petits bouts pareils d'une maison à l'autre, mais que on ait du travail en continu. 7h, 14h pour une équipe, 14h, 21h pour une autre équipe. Refusé. Quand ce sont les mêmes qui ont supprimé les comités d'hygiène et de sécurité, alors que la pénibilité au travail s'est renforcée, ce sont eux. Vous dites que c'est le moment, là, il faut revoir les 35 heures, par exemple. Ce sont les mêmes qui ont éliminé 4 critères de pénibilité. Ça veut dire des choses très concrètes. Ça veut dire quand il y a des gens qui travaillent dans les cimetières de la Somme sur des tracteurs, vous savez, qui bougent toute la journée ou qui passent la tronçonneuse et la débroussailleuse. Ça vibre tout le temps. On sait que ça produit du mal de dos. C'est cette France, aujourd'hui, la France qui se réveille. C'est une France qui va au boulot, qui se lève tôt et qui a mal au dos. Eh bien, ce critère de pénibilité qui a été viré, les vibrations. Ce sont les mêmes qui font ça et qui, aujourd'hui, veulent prétendre aménager une société du travail. Mais pour qui? On a aujourd'hui le risque d'un salariat à 2 vitesses. J'insiste. Oui, un salariat à 2 vitesses. C'est quoi? C'est les 5 millions de travailleurs de la deuxième ligne qui sont les permanents oubliés. C'est eux qui ont été au front pendant le cœur de la crise Covid. C'est eux qui sont oubliés sur les salaires parce que l'inflation vient renier leurs petits salaires. Ce sont les manutentionnaires, les caristes, les auxiliaires de vie, les assistantes maternelles, les agents d'entretien, les caissières, les ouvriers de l'industrie agroalimentaire. Tous ces gens-là sont des oubliés permanents et qu'on me fasse pas croire que la semaine de 4 jours, le bidule machin truc de monsieur Attal, ça va être pour cette deuxième ligne-là qui est en permanence oubliée. Et voilà qui je viens défendre. Et je viens la défendre pour la France. Parce que la France, elle a besoin d'eux. La France, elle a besoin que demain, ils aient envie d'aller travailler, qu'ils soient bien sur leur lieu de travail pour reconstruire une France qui se relève et qui n'ait pas ce déficit commercial de 169 milliards d'euros. François Ruffin, invité de France Info. Pardon, excusez-moi, il m'arrive de parler avec passion. Et un petit peu fort, 8h51, le fil info, Marie Maheu, on vous retrouve dans un instant. François Ruffin. Bonjour. Le groupe français Total Énergie annonce ce matin des profits records, 19 milliards d'euros dégagés l'an dernier. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour les salariés et pour l'économie française? Non. Je veux dire, non. Quand on a Total qui fait 20 milliards d'euros de bénéfices, quand c'est la même chose pour le transporteur de conteneurs CMA CGM qui fait 20 milliards d'euros de bénéfices, quand on a BNP Paribas qui fait 10 milliards d'euros de bénéfices et qui en même temps décide de licencier près de 1000 personnes, à quoi on assiste? On assiste au gavage des uns, au rationnement des autres. On assiste à une prédation de la nation. Maintenant, moi, ce qui m'embête le plus dans tout ça, c'est même pas Total, CMA, CGM, BNP Paribas. C'est le politique, c'est l'État. L'État, normalement, il a pour responsabilité de venir rééquilibrer les plateaux de la balance, de venir être en faveur des faibles et venir un peu taxer les forts. Or, ça fait 3 ans qu'on traverse des crises successives. Crise du Covid, on a eu les assureurs qui se sont gavés. On a eu la grande distribution qui s'est gavée. On a eu le numérique qui s'est gavé. On a eu l'industrie pharmaceutique qui s'est gavée. On n'a pas touché à rien chez eux. François Maintenant, Ruffin. On a les porte-conteneurs. Ouais. On a l'énergie. On a l'industrie agroalimentaire qui se gave et on n'y touche pas. Total réinvestit chaque année entre un quart et un tiers de ses bénéfices dans les énergies propres, dans l'éolien, dans le solaire. Est-ce que c'est pas bien d'avoir un champion français dans ce domaine plutôt que de faire confiance aux entreprises chinoises ou américaines? Oui, vous faites autant que vous pouvez l'avocat de Total, mais je vois que vous avez bien du mal quand même. La réalité de Total, c'est l'essentiel de ses bénéfices est redistribué en dividendes. Vous savez, le jour où Elisabeth Borne annonce la réforme des retraites, le même jour, la une du journal Les Échos de mon ami Bernard Arnault, c'est 80 milliards d'euros de dividendes pour les entreprises du CAC 40. Les dividendes en France, chez Total comme ailleurs, ils vont pas aux 2 tiers, ils vont pas aux 10% les plus riches en France, ils vont pas aux 1% les plus riches, ils vont aux 0,1% les plus riches. Mais là, François Ruffin, on vous parle de Total. On vous dit que 7% de l'actionnariat, 7% du capital, ce sont les salariés. 65% des salariés de Total sont actionnaires. On vous dit aussi que les salariés ont touché un mois de salaire en plus, en moyenne 3 600 €, qu'ils ont une augmentation de 7,5%. Mais moi, je vous parle pas des salariés. Tout ça, ça va pas dans votre sens? Non, je vous parle pas des salariés et vous l'entendez très bien. Je vous parle des Français.
Les salariés, ce sont quoi? Non, je vous parle des Français. Je vous parle de tous les Français. Je vous parle de tous les automobilistes français. Je vous parle de tous les contribuables français qui, eux, payent des impôts en France, pendant que Total ne paye pas d'impôts sur les sociétés en France. Ça va commencer cette année. Non, formidable. Mais parce que les raffineries étaient déficitaires. Non mais formidable, c'est faux. C'est absolument faux. Je veux dire, c'est de l'habillage. C'est-à-dire, sur ce point précis, Total, effectivement, n'avait pas payé d'impôts sur les sociétés en 2021, car le groupe affirmait qu'il était déficitaire sur les activités en France, qui représentent une petite partie, puisque c'est le raffinage. Vous dites c'est faux? Mais oui, bien sûr. C'est-à-dire les comptes n'étaient pas exacts. Mais c'est évident. Comment ça se fait que Total place tous ses dividendes aux Pays-Bas? Pourquoi ces bénéfices? Producteurs d'énergie. Mais non. Pourquoi c'est aux Pays-Bas? Parce que là-bas, il y a pas d'impôt sur les plus-values. Il y a un déguisement de toutes les sociétés du CAC 40 pour avoir à payer le minimum d'impôt en France. Ce qui fait qu'on a des TPE et des PME qui sont aujourd'hui taxés sur les sociétés à 24%. Le CAC 40, c'est 4%. Et on a des sociétés comme Sanofi ou Total qui arrivent à faire 0%. Je veux dire, on a une situation qui est scandaleuse pour tous les Français. Et le pire, alors j'entends votre complicité médiatique aujourd'hui. Complicité médiatique. Oui, pour venir défendre. Ça s'appelle de la contradiction. Mais non, c'est pas les faits. C'est pas les faits. Est-ce que c'est vous qui êtes venu dire que Total payait 0% d'impôt sur les sociétés en France? Vous n'êtes pas venu le dire. C'est un fait. C'est un fait, mais vous n'avez pas choisi d'apporter ça. Vous faites les avocats de Total. Très bien. Bon. Non, mais très bien. Maintenant, je vous dire, c'est votre opinion, hein. Oui, c'est mon opinion. Très bien. Maintenant, il y a notre complicité qui me gêne beaucoup plus, c'est la complicité politique. Oui, ça fait 3 ans où on demande aux Français de se rationner pendant qu'on a Total et compagnie qui se gavent. Et Bruno Le Maire, est-ce qu'il bouge le petit bout doigt? Quand il y a un scandale comme par exemple les Open Luxe, où on voit que les grandes familles françaises, Mullier, Arnault, Hermès et compagnie, sont les premières à aller placer leurs capitaux au Luxembourg, quand on interpelle Bruno Le Maire, il dit oui, je vais voir ce que je peux faire, je suis pas très au courant de ça, et il y a rien qui se produit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, au sommet de l'État français, on a une complicité dans la prédation de la nation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, au sommet de l'État français, on devrait avoir une police économique. Une police économique pour faire quoi? Une police économique pour protéger les Français, pour faire que ça soit pas les seigneurs qui accumulent les fortunes et ne payent pas d'impôts là-dessus. On devrait avoir une police économique pour faire ça. Et à la place, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si à la tête de la police, on avait placé Al Capone. Bercy s'en lave les mains, il touche pas à ça, il laisse faire. Mais oui. Vous pensez que les services fiscaux en France, ils laissent intentionnellement les grandes richesses partir à l'étranger, en tout cas de faire de l'évasion fiscale? Je pense qu'il y a une grande complicité avec ça, que oui, on ferme les yeux, oui, on n'y met pas les moyens pour aller chercher l'argent là où il se trouve. Mais quand vous regardez Amazon, qui fait des bénéfices en France, qui fait des bénéfices gigantesques en Europe, qui n'a jamais fait autant de bénéfices que pendant la crise Covid et qui paye pas d'impôts sur les sociétés en France. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'en fait, plus on est petit, plus on est taxé gros. Plus on est gros, plus on est taxé petit. Voilà ce qui se passe dans notre pays. Et donc, évidemment, c'est une situation qui est tout à fait scandaleuse et que chacun ressent dans son porte-monnaie. Quand c'est sur de la TVA qu'on vient faire des impôts, quand c'est sur les impôts locaux que ça touche, c'est pas juste. On est voilà ce qui est blesse. Vous savez, et je pense que ça résonne avec le conflit sur les retraites en France. On va en parler dans un instant. Ça résonne parce que c'est ce sentiment d'injustice qui blesse aujourd'hui le cœur des Français. Nous, on travaille, nous, on paye nos impôts et on a du mal à en vivre. Et pendant ce temps-là, il y a les gros là-haut qui échappent et qui bénéficient d'une complicité. François Ruffin, la mobilisation contre les retraites a marqué le pas hier dans la rue et dans les entreprises publiques. Le patron de la CGT, Philippe Martinez, disait donc toujours hier qu'il va falloir aller vers des grèves plus dures, plus nombreuses et reconductibles. C'est quoi l'étape supérieure? C'est le blocage du pays? Ça, c'est aux travailleurs d'en décider, chacun dans leur secteur. Moi, je suis pas Philippe Martinez, je suis pas Laurent Berger. Donc, simplement, je peux dire, en revanche, l'état de tension dans lequel ça met notre pays. Vous savez, quand il y a 1, 2, 3 manifestations, 1, 2, 3 millions de personnes qui disent non. Quand dans la durée, vous avez 7 Français sur 10 qui disent non. Quand vous avez plus de 9 salariés sur 10 qui disent non. Mais quand ensuite vous avez la CNSA qui dit que ça traduit une vision de la vie qui rompt avec les valeurs des pères fondateurs du régime par répartition alors que c'est un organisme qui dépend de Matignon. Quand vous avez des chefs de l'hôtellerie qui disent, comme Thierry Marx, peut-on travailler comme serveur jusqu'à 64 ans? Non, je ne crois pas. Il y a quelques jours. Quand vous avez, y compris les artisans, les entreprises du bâtiment qui disent,
c'est une bêtise. Eh ben, à un moment, je pense que si on veut pas mettre notre pays en tension, si au contraire on veut le réparer, si on veut le soigner, si on veut le ressouder, alors qu'il est aujourd'hui extrêmement divisé, eh ben, on doit pas faire ce genre de choses-là. C'est pas la priorité du moment. Vous avez dit ça va peut-être se régler par une révolte. J'ai dit soit par une révolte, soit par un dégoût durable. Ah oui, ouais. Voilà. Je ne souhaite ni l'un ni l'autre. Moi, ce que je souhaite, c'est que simplement on ait une société française. Vous savez, les gens qui sont dans la rue hier, qu'est-ce qu'ils souhaitent ? Ils souhaiteraient pouvoir continuer à enseigner, à soigner, à construire, à instruire, à conduire, à faire leur métier, plutôt que de perdre des journées de salaire. On est dans un temps où qu'est-ce qui se passe ? On a l'hôpital, qui est le pilier d'État social, et qui est en lambeaux. On a l'école, pilier de la République, qui recrute ses enseignants en job dating, et on voit que la Cour des comptes dit qu'il y a une grande chute de l'attractivité là-dedans. On est dans un moment où, dans le rail, il nous manque des conducteurs pour les trains. Et ce que le dit le gouvernement, c'est que si on réforme pas les retraites, en fait, tout l'argent qui est nécessaire pour l'hôpital, l'école et tout ça, on va devoir le mettre sur la réforme sur les retraites, justement pour enflouer le déficit. On n'est plus dans un débat budgétaire, c'est absolument faux depuis le départ, puisque dans le même temps, on l'a déjà démontré, il donne des milliards d'euros pour la suppression de la contribution valeur ajoutée des entreprises. Ensuite, si on voulait parler budget sérieusement, je suis venu avec ma courbe quand même. Alors, la chose dont il faudrait parler, pour les téléspectateurs qui nous suivent, le déficit commercial de la France, 169 milliards d'euros. On nous dit qu'on va avoir sur les retraites un déficit de 12 milliards d'euros. On ne sait pas trop quand, mais on va l'avoir. Là, c'est aujourd'hui et c'est 14 fois plus. Et ça, c'est motus et bouche cousue du côté du gouvernement. Donc, oui, d'accord. La guerre en Ukraine, la crise Covid. Soit. Ouais. Je suis prêt à faire long là-dessus. Maintenant, je vais vous dire, la tension, la division dans la société française. Hier, je termine la manif, je vais dans une brasserie chic, place de l'Opéra. Je vois un serveur, il me serre la main, il dit non, je suis pas le serveur, je suis gérant de la boutique. Ici, il y a 40 salariés. Et je veux dire, j'ai voté Macron. Et je suis République en marche. Mais là, ce qu'il fait, c'est pas bien. Passer de force comme ça, c'est pas bien. Mais il y a un débat au Parlement, François Ruffin. Il dit quoi ? Il dit, moi, j'ai 40 salariés. Je respecte mes salariés. C'est eux qui font ma valeur ajoutée. Mais passer de cette manière-là, c'est pas bien. Il y avait d'autres sources de financement. Il dit, ce qu'il fait là, c'est pas bien. Pourquoi ce débat-là, ce sont des gens comme moi qu'il est en train de perdre. Pourquoi ce débat-là, François Ruffin, vous ne le portez pas à l'Assemblée nationale, qui est le lieu du débat en République, plutôt que de déposer 13 000 amendements sur des virgules, sur des articles. Il n'y a aucun amendement sur une virgule. Il y en a 67 il y en a plusieurs qui se répètent. Voilà, il y en a 13 000 au total, ce qui fait que les députés n'examineront peut-être même pas l'article qui repousse à 64 ans. Non, je le redis, moi je souhaite qu'on étudie l'article 7 qui repousse à 64 ans. Mais c'est pas le choix qui a été fait par votre groupe. On verra. Écoutez, il y a une opposition, elle s'oppose. Cette loi ne doit pas passer. On doit tout faire pour que cette loi ne passe pas. Mais est-ce que votre opposition s'oppose correctement avec 13 000 amendements ? Est-ce que vous le demandez à vos collègues d'en retirer pour atteindre l'article 7 ? J'ai dit qu'à un moment, il y aura des amendements qui tomberont par gros paquets pour que nous soyons maîtres du calendrier, que ça soit pas le gouvernement, que ça soit pas la majorité très 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 relative aujourd'hui qui soit maître de ce calendrier-là. Maintenant, il est très clair que cette loi ne doit pas passer. Elle ne doit pas passer parce que le pays souhaite que cette loi ne passe pas. Moi, je suis là pour quoi ? Je suis là pour faire que cette loi ne passe pas. Je suis là pour parler des auxiliaires de vie qui, à 50 ans, ont déjà le dos usé, ont déjà les épaules brisées et se demandent comment elles vont pouvoir tirer jusqu'à 64 ans et ça leur paraît impossible. Je suis là pour parler des serveurs qui courent plus assez vite et qui sont mis au chômage bien avant 60 ans. Vous pouvez en parler et faire avancer le texte avec vos amendements, sauf que quand il y en a 13 000 sur le papier, vous savez très bien qu'en 8 jours, c'est impossible de les aborder. D'abord, pourquoi il n'y a que 8 jours ? Pourquoi, quand on donne 2 ans de plus aux Français, quand on donne 2 ans ferme, pourquoi le gouvernement met en place un calendrier où on n'a que 8 jours pour en débattre ? Est-ce qu'ils acceptent qu'on pose sur la table toutes les pistes d'autres financements, puisqu'il y a des tas d'autres pistes de financement, puisque c'est un choix très très dogmatique de monsieur Macron de venir décider que ça sera 2 ans de plus, 2 ans ferme, alors que par exemple, il pourrait y avoir, comme le suggère François Bayrou, un relèvement des cotisations patronales, alors qu'il pourrait y avoir, comme le suggère le Conseil d'analyse économique, une fin d'exonération sur les hauts salaires, alors qu'il pourrait y avoir, pour nourrir le minimum vieillesse, par exemple des taxations sur Total, la CMA, CGM et compagnie. Est-ce que votre opposition aux 64 ans, François Ruffin, elle est valable pour tout le monde ? Ou est-ce que vous dites, à l'avenir, certaines professions, les moins fatigantes, les moins usantes, pourraient, un jour, dans un avenir plus ou moins proche, travailler jusqu'à 64 ? Mais quelle est la réalité, monsieur Fauvel, aujourd'hui ? La réalité, elle est déjà pour plein de gens qui Je parle de l'âge légal. Pardon. De l'âge légal. Non. Là, il y a 40 ans, nous sommes favorables à 40 ans de cotisation.
Donc 40 ans de cotisation. Moi, j'ai commencé à travailler tard et j'ai des trous dans ma carrière parce que vous voyez. Donc il y a un tas de personnes. 40 ans de cotisation, mais âge légal à 60 ans. Oui, c'est le programme. Tout à fait. Vous savez, les gens qui commencent à travailler à 20 ans et qui ont 40 ans de cotisation, c'est qu'ils sont dans des boulots qui sont durs. Mais c'est-à-dire, vous considérez que c'est le sens de l'histoire et qu'un jour, donc si la gauche revient au pouvoir, ce sera 60 ans, mais peut-être après ce sera 59, 58, 57, qu'on travaillera de moins en moins tard dans la vie, même si l'espérance de vie s'allonge. En tout cas, quand en 1982, la retraite passe à 60 ans, on sonde les Français et une majorité dit bientôt la retraite sera à 55 ans. Et ça apparaissait comme étant le sens de l'histoire. Quel est le sens de l'histoire? C'est la fin du travail des enfants. Et vous savez, quand moi j'ai étudié ce texte sur la fin du travail des enfants, quand on regarde ça, il y a déjà des députés à l'époque qui disent compétitivité, paresse, c'est pas normal. On a les macronistes de l'époque. Donc un jour on y viendra. Un jour on sera à 59 ou 58. Je sais pas dire. Moi j'ai un autre souhait. J'ai le souhait que les gens se réalisent en se réalisant, qui s'émancipent par le travail, que le travail soit un espace de liberté, c'est aussi de réalisation de soi. Or, aujourd'hui, on ne comprend pas l'aspiration des gens au travail si on voit pas comment il s'est durci. Vous ne pensez pas qu'il y a des gens qui sont heureux au travail à 62 ou 63? Que les gens qui sont heureux au travail à 62, 63, 64 ans, qui sont dans des types de métiers, s'ils veulent continuer à travailler, qu'ils travaillent. Il n'y a pas de souci, on va pas les forcer. Vous savez, les enseignants, j'entends des enseignants qui disent « À 60 ans, c'est mon métier qui me quitte ». Bah oui, comment on peut penser aller enseigner aux enfants jusqu'à 65, 66, 67 ans? Maintenant, la question aujourd'hui à laquelle on doit affronter. Moi, je veux penser pour mon pays, je veux penser pour la France. Je vous ai dit l'état dans lequel se trouve l'école, l'état dans lequel se trouve l'hôpital, l'état dans lequel se trouve le rail, mais même qu'on trouve plus de soudeurs, plus de zingueurs pour réparer les réacteurs, qu'il faille aller chercher des Canadiens ou des Américains, qu'aujourd'hui, on a un choc climatique à un Français qui supporte une grande transformation de tout dans notre pays, des déplacements, de l'industrie, de l'énergie, de tout ça. Ça veut dire que tout ça réclame du travail. Ça réclame du travail. Mais aujourd'hui, à quoi on assiste? On assiste à une crise des vocations. Je le voyais déjà. C'est-à-dire, des gens qui à l'hôpital sont usés parce qu'ils se sentent empêchés dans leur travail, parce que on leur demande de revenir le week-end, de revenir en semaine. Est-ce que, et de la même manière, à l'école, il y a une crise des vocations? Il faut réorganiser le travail, améliorer les conditions de travail. C'est ce que dit aussi le gouvernement qui prépare une loi travail. On voit dans votre département, en Picardie, une expérimentation, la semaine de 4 jours, lancée par Gabriel Attal, le ministre des Comptes publics. Vous dites ça va dans le bon sens? 36 heures en 4 jours, oui. Bon, c'est un gadget. Est-ce que, avant de passer la retraite à 64 ans, ils ont fait une expérimentation sur l'URSSAF Picardie? Non. Non, là, ils l'ont imposé aux Français. D'accord? Et là, il s'agit qu'ils sortent des trucs de leur chapeau dans tous les sens. Ça fait un peu de mousse dans les médias. Ça va dans ce sens-là. Ça fait un peu de mousse dans les médias. Il n'y a pas un Français aujourd'hui qui y croit. Pourquoi? Parce qu'on les a vus à l'œuvre. Pendant 6 ans, ils sont pas neufs. Et même, on les a vus à l'œuvre pendant 40 ans. C'est quoi? Moi, j'ai proposé pour les femmes de ménage qu'elles aient, vous savez, la femme de ménage qui passe ici, qu'elle puisse travailler en journée et pas être contrainte de venir faire des petits bouts de contrat le matin et des petits bouts de contrat le soir. Refusé. J'ai proposé que le burn-out sera reconnu comme une maladie professionnelle. Refusé. J'ai proposé que pour les auxiliaires de vie sociale, ça soit pas des petits bouts pareils d'une maison à l'autre, mais que on ait du travail en continu. 7h, 14h pour une équipe, 14h, 21h pour une autre équipe. Refusé. Quand ce sont les mêmes qui ont supprimé les comités d'hygiène et de sécurité, alors que la pénibilité au travail s'est renforcée, ce sont eux. Vous dites que c'est le moment là, il faut revoir les 35 heures, par exemple. Ce sont les mêmes qui ont éliminé 4 critères de pénibilité. Ça veut dire des choses très concrètes. Ça veut dire quand il y a des gens qui travaillent dans les cimetières de la Somme sur des tracteurs, vous savez, qui bougent toute la journée ou qui passent la tronçonneuse et la débroussailleuse. Ça vibre tout le temps. On sait que ça produit du mal de dos. C'est cette France, aujourd'hui, la France qui se réveille. C'est une France qui va au boulot, qui se lève tôt et qui a mal au dos. Eh bien, ce critère de pénibilité qui était viré, les vibrations. Ce sont les mêmes qui font ça et qui, aujourd'hui, veulent prétendre aménager une société du travail. Mais pour qui? On a aujourd'hui le risque d'un salariat à 2 vitesses. J'insiste. Oui, un salariat à 2 vitesses. C'est quoi? C'est les 5 millions de travailleurs de la deuxième ligne qui sont les permanents oubliés. C'est eux qui ont été au front pendant le cœur de la crise Covid. C'est eux qui sont oubliés sur les salaires parce que l'inflation vient renier leurs petits salaires. Ce sont les manutentionnaires, les caristes, les auxiliaires de vie, les assistantes maternelles, les agents d'entretien, les caissières, les ouvriers de l'industrie agroalimentaire. Tous ces gens-là sont des oubliés permanents et qu'on me fasse pas croire que la semaine de 4 jours, le bidule machin truc de monsieur Attal, ça va être pour cette deuxième ligne-là qui est en permanence oubliée. Et voilà qui je viens défendre. Et je viens la défendre pour la France. Parce que la France, elle a besoin d'eux. La France, elle a besoin que demain, ils aient envie d'aller travailler, qu'ils soient bien sur leur lieu de travail pour reconstruire une France qui se relève et qui n'ait pas ce déficit commercial de 169 milliards d'euros.
François Ruffin, invité de France Info. Pardon, excusez-moi, il m'arrive de parler avec passion. Et un petit peu fort, 8h51, le fil info, Marie Maheu, on vous retrouve dans un instant. Merci François Ruffin, et bonne journée Merci à vous, mais enfin, l'essentiel quand même, c'est d'être samedi dans la rue avec les landaus, les berceaux, les copains, les gamins, les collègues, les cousins. Samedi 11, dans la joie et pour faire reculer le gouvernement. Merci François Ruffin, bonne journée.